Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort? C'est de Tristan et d'Iseut la reine. Écoutez comment à grand joie, à grand deuil, ils s'aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. Alors cette légende, on ne sait pas exactement quand la situer, cependant elle nous parle de châteaux, et les châteaux de type féodal apparaissent au 7e siècle. Cette légende ne parle pas du roi Arthur, mais du château où le roi Arthur serait né, c'est-à-dire le château de Tintagel, qui est ainsi décrit dans le texte: des prairies l'environnaient, des vergers, des eaux vives, des pêcheries et des terres de labour. Des nefs nombreuses entraient au port. Le château se dressait sur la mer, fort et beau, bien muni contre tout assaut et tous engins de guerre. Et sa maîtresse tour, jadis élevée par les géants, était bâtie de blocs de pierre, grands et bien taillés, disposés comme un échiquier de sinople et d'azur, c'est-à-dire rouge et bleu. Alors, les ruines du château de Tintagel existent bien encore, près du village du même nom de Tintagel, qui existe lui aussi. C'est un village bien vivant aujourd'hui. Nous sommes en pays celte, ce qui est certain. Si on ne se connaît pas bien l'époque, on connaît le lieu. Dans quelle mesure le pays a été romanisé, c'est difficile à dire, mais il a sûrement été romanisé un peu en partie, puisque la conquête romaine remonte au 1er siècle, avec notamment l'empereur Claude. Et donc en pays celte, la Cornouaille se situe dans la péninsule du sud-ouest de l'Angleterre, pays de forêts et de landes sauvages, bordé d'immenses falaises et d'une centaine de plages de sable. On nous parle également du Lounois, que l'on situe généralement en Bretagne, à l'extrême nord-ouest, c'est-à-dire au pays de Léon. Le château de Canoël n'a jamais été situé précisément, et c'est pour ça qu'on ne sait pas non plus si le Lounois se situe également à cet endroit-là précis. Difficile à situer. Cependant, nous sommes dans une société féodale avec des suzerains, c'est-à-dire des rois et des vassaux, société féodale qui ressemble bien à la société du XIe et XIIe siècle, d'une certaine manière. Alors l'histoire commence ainsi. En des temps anciens, le roi de Lounois, Rivalen, va aider dans une guerre le roi Marc qui règne encore Noailles. Le roi Marc récompense Rivalen en lui donnant pour femme sa propre sœur Blanchefleur. Pendant que le roi Rivalen aide le roi Marc dans sa guerre, son ennemi, le duc de Morgane, en profite pour aller piller le pays de Lounois. Si bien que Rivalen revient avec sa femme Blanchefleur, qui est enceinte, dans son château de Canoël, pour libérer ses terres de son ennemi. Mais Rivalen est tué par trahison. Or, il ne pouvait être tué que par trahison, pour dire que c'était un très vaillant chevalier. Blanchefleur, qui aimait énormément son mari, est inconsolable en mettant au monde son fils, et elle dit tout de suite: « Fils, lui dit-elle, j'ai longtemps désiré de te voir, et je vois la plus belle créature que femme ait jamais portée. Triste j'accouche, triste est la première fête que je te fais, à cause de toi, j'ai tristesse à mourir, et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom Tristan. » Quand elle eut dit ces mots, elle le baisa, et sitôt qu'elle l'eut baisé, elle mourut. Ainsi, Tristan naît orphelin. Le roi Rivalen, en partant guerroyer contre le duc de Morgane, avait confié sa femme à son maréchal Rohalt, le foitenant, appelé ainsi pour sa loyauté.
Le château est investi ensuite par l'ennemi de Rivalen, le duc de Morgane, si bien que Rohalt va faire passer Tristan pour son propre fils, pour le protéger du duc Morgane. Et il va ensuite l'élever comme son propre fils. Après 7 ans accomplis, lorsque le temps fut venu de le reprendre aux femmes, Rohalt confia Tristan à un sage maître, le bon écuyer Gorvenal. Gorvenal lui enseigna en peu d'années les arts qui conviennent au baron. Il lui apprit à manier la lance, l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de pierre, à franchir d'un bond les plus larges fossés. Il lui apprit à détester tout mensonge et toute félonie, à secourir les faibles, à tenir la foi donnée. Il lui apprit diverses manières de chant, le jeu de la harpe et l'art du veneur. Et quand l'enfant chevauchait parmi les jeunes écuyers, on eût dit que son cheval, ses armes et lui ne formaient qu'un seul corps et n'eussent jamais été séparés. À le voir si noble et si fier, large des épaules, grêle des flancs, fort et fidèle et preux, tous louaient Rohalt parce qu'il avait un tel fils. Mais Rohalt, songeant à Rivalen et à Blanchefleur, de qui revivait la jeunesse et la grâce, chérissait Tristan comme son fils et secrètement le révérait comme son seigneur. Ainsi, on apprend donc que là, dès l'âge de 5 ans, Tristan, qui était depuis sa naissance confié aux femmes, va être confié à l'écuyer Rivalen et recevoir une éducation virile pour le former aux arts de la chevalerie, au maniement des armes, mais aussi au chant et à la harpe, à l'art du veneur. Les anciens, qui savaient que la vie est un feu, savaient d'instinct apprendre dès le plus jeune âge aux enfants, et notamment aux nobles, leur donner un apprentissage guerrier et un apprentissage de discipline guerrière dès le plus jeune âge. Peut-être qu'on devrait s'inspirer aujourd'hui encore de ce genre de formation. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Ceci dit, dès l'âge de 15 ans, on apprend que Tristan est attiré sur une nef norvégienne et enlevé par des pirates norvégiens. Ces pirates vont subir une tempête et relâcher Tristan par superstition, et ils le relâchent sur la côte de Cornouailles. Alors, dans ce pays, Tristan rencontre des chasseurs, ce qui va lui permettre de mettre en valeur son art de la vénerie. Il va dire aux chasseurs son nom, Tristan, et qu'il vient du pays de l'Ounois, mais par prudence, il préfère leur dire qu'il est fils de marchand. Les chasseurs l'emmènent au château du roi Marc, c'est-à-dire le château de Tintagel. Le roi Marc admire le bel enfant étranger, et voilà ce qu'il va dire, je cite le texte, « Mais surtout, il admirait le bel enfant étranger, et ses yeux ne pouvaient se détacher de lui. » D'où lui venait cette première tendresse? Le roi interrogeait son cœur et ne pouvait le comprendre. Seigneur, c'était son sang qui s'émouvait et parlait en lui, et l'amour qu'il avait jadis porté à sa sœur Blanchefleur. Oui, il ne connaît pas encore l'identité de Tristan. Le soir, quand les tables furent levées, un jongleur gallois, maître en son art, s'avança parmi les barons assemblés et chanta des lais de harpe. Tristan était assis au pied du roi, et comme le harpeur préludait à une nouvelle mélodie, Tristan lui parla ainsi. « Maître, ce lait est beau entre tous. Jadis, les anciens Bretons l'ont fait pour célébrer les amours de Graëlante. L'air en est doux et douces les paroles. Maître, ta voix est habile, harpe-le bien. » Le Gallois chanta, puis répondit. « Enfant, que sais-tu donc de l'art des instruments? Si les marchands de la terre de l'Ounois enseignent aussi à leurs fils le jeu des harpes, des rotes et des vieilles, lève-toi, prends cette harpe et montre ton adresse. » Tristan prit la harpe et chanta si bellement que les barons s'attendrissaient à l'entendre.
Et Marc admirait le harpeur venu de ce pays de Lounois, où jadis Rivalen avait emporté Blanchefleur. Quand le lait fut achevé, le roi se tut longuement. Fils, dit-il enfin, béni soit le maître qui t'enseigna, et béni sois-tu de Dieu. Dieu aime les bons chanteurs. Leur voix et la voix de leur harpe pénètrent le cœur des hommes, réveillent leurs souvenirs chers et leur feront oublier main d'œil et main méfait. Tu es venu pour notre joie en cette demeure, reste longtemps près de moi, ami. Volontiers je vous servirai, sire, répondit Tristan, comme votre harpeur, votre veneur et votre homme lige. Il fit ainsi, et durant 3 années, une mutuelle tendresse grandit dans leur cœur. Le jour, Tristan suivait Marc au blé ou en chasse, et la nuit, comme il couchait dans la chambre royale parmi les privés et les fidèles, si le roi était triste, il harpait pour apaiser son déconfort. Les barons le chérissaient. Cependant, Rohalt, qui a perdu donc Tristan, son fils adoptif, est en recherche depuis des années de Tristan. Et un jour, il se présente à la cour du roi Marc, si bien qu'il révèle l'identité de Tristan. Tristan va alors recevoir les armes de chevalier, va retourner au pays de Lounois, et il va venger son père en tuant son ennemi, le duc de Morgane, avec l'aide des anciens vassaux de son père. Puis, il songea que le roi Marc ne pouvait plus vivre heureusement sans lui, et comme la noblesse de son cœur lui révélait toujours le parti le plus sage, il manda ses comtes et ses barons, et leur parla ainsi. Seigneur de Lounois, j'ai reconquis ce pays et j'ai vengé le roi Rivalen par l'aide de Dieu et par votre aide. Ainsi j'ai rendu à mon père son droit. Mes 2 hommes, Rohalt et le roi Marc de Cornouailles, ont soutenu l'orphelin et l'enfant errant, et je dois aussi les appeler pères. À cela, pareillement, ne dois-je pas rendre leur droit? Or, un haut homme a 2 choses à lui, sa terre et son corps. Donc, à Rohalt, que voici, j'abandonnerai ma terre, père, vous la tiendrez, et votre fils la tiendra après vous. Au roi Marc, j'abandonnerai mon corps, je quitterai ce pays, bien qu'il me soit cher, et j'irai servir mon seigneur Marc en Cornouailles. Telle est ma pensée, mais vous êtes mes féaux, seigneurs de Lounois, et me devez le conseil. Si donc l'un de vous veut m'enseigner une autre résolution, qu'il se lève et qu'il parle. Mais tous les barons le louèrent avec des larmes, et Tristan, emmenant avec lui le seul Gorbenaille, appareilla pour la terre du roi Marc. Ainsi se termine le premier chapitre de Tristan et Iseult, et à suivre le prochain chapitre numéro 2, le Morholt d'Irlande. À bientôt.